Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Ted Hewitt, président du Conseil de recherche en sciences humaines ou le CRSH en abrégé. J'aimerais souligner que les bureaux du CRSH sont situés sur les territoires traditionnels et non cédés du peuple algonquin-chinabé. Alors que nous nous réunissons dans un environnement virtuel à partir de divers endroits, nous reconnaissons également d'un océan à l'autre le territoire ancestral et traditionnel de tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui vivent sur cette terre. D'être parmi vous aujourd'hui au nom de CRSH pour présenter le premier volet cette année de notre série d'entretiens publics offertes en partenariat avec la Conversation Canada. Le CRSH est l'organisme fédéral de financement de la recherche du Canada qui appuie la recherche et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines. Les chercheurs et les étudiants qui l'appuient permettent de mieux comprendre la condition humaine, la pensée et le comportement humain, les cultures et le fonctionnement de la société. Le travail des étudiants et de l'humanité n'a jamais été plus important pour répondre aux difficultés de la société, du climat climatique et l'environnement et la conciliation avec les autochtones. Nous sommes ravis de nous associer à la Conversation Canada pour faire connaître au public les points de vue de certains des meilleurs et des plus brillants universitaires du Canada. Cette série de conférences constitue un forme unique où nous pouvons entendre directement des universitaires qui ont des points de vue importants à partager et peuvent enrichir notre compréhension et les gens du monde. Aujourd'hui, notre invité spécial est David Deisenhouse. Monsieur Deisenhouse est professeur à la faculté de droit à l'Université de Toronto. Ses recherches ont fait avancer l'idée selon laquelle l'État de droit est un engagement en faveur d'un ordre juridique qui impose une discipline morale à l'État. Son travail, qui couvre des sujets aussi divers que le droit administratif, le travail et l'emploi, l'immigration, la citoyenneté et le droit de la personne, a été cité plus de 700 fois. Il est lauréat de la médaille d'or 2023 de CRSH. A commencé ses études universitaires en Afrique du Sud, au plus fort de l'apartheid. Il a vu de ses propres yeux comment le droit, même lorsqu'il est utilisé comme instrument d'oppression, ouvre un espace de résistance et de contestation. Lorsqu'il est arrivé au Canada en 1988, il a rapidement trouvé le soutien du CRSH pour ses travaux. Aujourd'hui, son influence étend du monde universitaire à l'élaboration des politiques et de lois. Au cours des décennies qui ont suivi le 11 septembre, il fut une voix importante pour articuler et défendre l'État de droit face aux menaces. David est rejoint aujourd'hui par Scott Weiss, PDG et rédacteur en chef de Conversation Canada. Merci une fois pour tout le monde pour avoir rejoint la conversation. Et maintenant, je donne la parole à Scott et au Dr. Deisenhouse. Merci beaucoup, Ted, pour cette introduction et bienvenue à tous. Quelques mots avant de commencer. Je voudrais vous faire savoir que le service de traduction simultanée est disponible pour cet événement. Et aussi, donc, pour le closed captioning, vous pouvez cliquer ceci. Et donc, pour la traduction simultanée, cliquez sur l'icône de langue en haut à droite de l'écran. L'entrevue d'aujourd'hui sera suivie par une fois à question. Donc, envoyez vos questions à tout moment, en anglais ou en français, en utilisant la boîte de clavardage en bas de votre écran. David, je suis heureux de vous voir. Dites-nous où vous êtes aujourd'hui. Je suis chez moi en Oxford, en Angleterre maintenant. Et bien que tu es professeur à l'Université de Toronto, tu enseignes aussi des cours et tu fais de la recherche à Oxford, n'est-ce pas? Pas vraiment. J'enseigne à Londres et j'enseigne aussi donc l'Université de Toronto, c'est une part de ce que je fais. Donc, quand on fait ces entrevues, et d'ailleurs, félicitations pour l'effet de ton prix. On est très heureux de te parler aujourd'hui. L'une des choses que j'aime te poser, c'est ton parcours personnel qui t'a
emmené vers le monde universitaire et comment tu as pu te centrer sur ce domaine de recherche, c'est-à-dire à la croisée de la loi et de la théorie politique. J'ai grandi dans l'apartheid, en Afrique du Sud, et j'ai été éduqué pendant l'ère de l'apartheid. Et j'ai fait ceci pendant mon diplôme de premier cycle dans les années 70. Et c'était vraiment un moment très important. En Afrique du Sud, en 1976, pendant que j'étais encore étudiant de premier cycle, il y a eu le soulèvement de Soweto. Et ça a été un soulèvement organisé par des étudiants à Soweto, qui était une grande ville dortoir à l'extérieur de Johannesburg. Et ce soulèvement s'est étendu dans toute l'Afrique du Sud. Et ça, ce fut une révolte des étudiants noirs contre les autorités politiques, aussi une révolte contre leurs parents, parce qu'ils pensaient que leurs parents étaient trop passifs quand il fallait résister à l'apartheid. Donc, il a été difficile de s'éduquer lors de ces années-là. Et donc, les cours que j'ai décidé d'étudier pendant mon diplôme de premier cycle, c'était le droit et les sciences politiques. Ensuite, j'ai fait ma licence en droit après avoir fait mes études de premier cycle. Et cette conjonction, cette croisée entre le droit et la science politique m'a fasciné parce qu'on pouvait voir du point de vue universitaire et du point de vue aussi des étudiants comment les questions qu'on enseignait en classe s'était appliqué sur le terrain. Et ça a facilité mon intérêt dans l'intersection entre le droit et la politique. Et donc, c'était vraiment quand tu t'es rendu compte qu'en utilisant le droit, c'était une façon de résister à un État oppressif et qu'il y avait de la place dans le système pour s'opposer au système. Oui, absolument. Il faut comprendre que en Afrique du Sud, l'ordre juridique à l'époque, c'était un ordre juridique qui avait été hérité de la domination de l'Afrique du Sud. Et donc, nous avions une suprématie parlementaire, nous avions le même gouvernement depuis 1948 à 1990, et ce gouvernement avait un contrôle absolu des lois qui ont été votées et appliquées. Ce gouvernement, comme vous le savez tous, était déterminé à mettre en œuvre sa politique d'apartheid et aussi d'éradiquer toute opposition politique à ces politiques. Mais le fait que ce gouvernement s'était quand même promis de gouverner par l'état de droit, ben, ça veut dire qu'il y avait une certaine discipline qui était imposée par des moyens juridiques. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment intéressé quand j'étais étudiant en droit. Mais trouver que même quand le gouvernement avait un contrôle absolu sur le pouvoir, eh ben, les avocats pouvaient toujours trouver des espaces dans les lois pour contester la discrimination. Et c'est ce qui m'a amené à faire de la recherche plus tard. Et c'est là que j'ai passé toute ma carrière à travailler. Y a-t-il des cas précis en Afrique du Sud où tu as constaté ceci, ou que ou sur lequel tu es revenu plus tard lors de ta carrière? Eh ben, j'ai écrit ma thèse de doctorat au même endroit où je suis maintenant, à l'université d'Oxford, et sur la décision juridique de ces cas pendant les années de l'apartheid, et donc l'étude donc, de ces arrêts des tribunaux sur la théorie politique. Je vais te donner quelques exemples. Un exemple euh, vient des années 50, où le gouvernement sud-africain commençait à mettre en œuvre sa politique d'apartheid, et que pour mettre en œuvre cette politique, il a fait voter des tas de lois qu'on appelait le Group Harris Act, et ces lois donnaient aux fonctionnaires l'autorité de diviser l'Afrique du Sud dans différentes zones résidentielles. Et donc, c'était un crime pour un groupe, pour un membre d'un groupe racial, d'habiter dans une zone réservée à d'autres groupes raciaux. Et donc, la façon que ça a été appliqué, c'est que les hauts fonctionnaires donnaient les quartiers les plus désirables aux Blancs. Et donc, on l'a résisté parce que quelqu'un qui venait d'un groupe racial qui avait fait l'objet de discrimination et pouvait aller au tribunal et dire au juge, regarde, la loi donne beaucoup d'autorité aux fonctionnaires, mais ça ne leur donne pas le droit de pratiquer des discriminations, ça ne leur donne pas le droit de diviser
des zones d'une façon qui est déraisonnable. Et les juges parfois accepteraient ce genre de contestation. Maintenant, quand ça se faisait, que c'est souvent le cas que soit une cour d'appel casserait le jugement de la cour de première instance, ou comme c'était le cas plus souvent, le gouvernement parfois amendait la loi pour, euh, pour bloquer ce genre d'interprétation juridique des tribunaux de première instance à l'avenir. Mais il y avait toujours des occasions pendant les années d'apartheid pour discriminer de la sorte. Au-delà de l'Afrique du Sud, dans tout le concept de la loi qu'on utilise comme un instrument d'oppression et montrer que ça peut s'ouvrir à un espace de résistance. Est-ce que tu peux nous citer d'autres cas, même dans le monde, voire même au Canada, au fil des ans, qui ont illustré ce que tu viens de dire? L'un de mes cas favoris, c'est un cas canadien d'ailleurs, et qui vient des années 50 aussi, à une époque où nous n'avions pas une constitution et nous n'avions pas une charte des droits, ce qui donnait aux juges le droit de censurer des lois quand des lois violaient donc les droits de la personne. C'est un cas pratique, une Duplessis. Duplessis était à l'époque le premier ministre du Québec et Long Curley était une témoin de Jéhovah et les témoins de Jéhovah étaient sur une mission de convertir la position du Québec à leur croyance religieuse. Duplessis s'est vraiment opposé et les témoins de Jéhovah au Québec ont été harcelés et ont été enfermés même dans des petites villes au Québec. Long Curley gérait un restaurant à Montréal et, euh, et il abritait parfois ces témoins de Jéhovah pour qu'ils soient relâchés. Et Duplessis, pour punir O'Carroll, a demandé au commissaire du Québec de révoquer la licence de Curly qui a causé sa banqueroute. Et donc finalement, la Cour suprême a été appelée à juger. Et donc, la Cour a eu un problème, c'est que la loi sur laquelle reposait le commissionnaire ne mettait pas de limite sur l'exercice de son autorité. Donc, au moins un juge, la Cour suprême a dit, que ce fonctionnaire pouvait exercer son autorité discrétionnaire. Mais le juge, c'est Eben Red, qui est l'un des plus grands juges qu'ait eu le Canada, qui a dit que si le haut fonctionnaire pouvait révoquer un permis de Long Curly en raison de sa croyance religieuse, eh bien, ce serait la fin de l'état de droit et la fin du constitutionnalisme au Canada, et que les permis de liqueur pouvaient au moins seulement être révoqués pour des objectifs qui étaient pertinents à la loi. Et c'était l'une des décisions, qui a été l'une des grandes décisions qui défendait l'état de droit au Canada. Et donc, cette décision a été citée à maintes reprises par la suite par la Cour suprême, parce que ça dit très clairement qu'il faut appliquer l'état de droit. Et on va en venir à peut-être des arrêts plus récents. Mais y a-t-il d'autres cas au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde que tu as examiné au fil des ans qui montrent comment ceci peut se produire? Eh bien, maintenant, devant la Chambre des Lords, il y a donc un projet de loi qui s'appelle la loi de Rwanda, qui est un projet de loi qui, s'il est voté, va permettre au gouvernement de déporter les personnes qui cherchent à se réfugier au Royaume-Uni. Et maintenant, la Cour suprême de ce pays a décidé, il y a quelques mois, que le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les réfugiés et pour les lois de réfugiés. Et cette loi déclare que le Rwanda est un pays sûr et donc les cours, les tribunaux n'auraient plus l'opportunité de d'accorder donc des droits d'immigration à ces pays. Et ça aussi supprime l'autorité d'interpréter les lois
de façon qui s'accorde avec l'engagement du Royaume-Uni à respecter les droits de la personne et les lois régissant le droit de la personne. Et ça supprime aussi la faculté d'interpréter ces lois à la lumière du droit international et à la lumière d'autres lois. Et même ça cherche à jeter à la poubelle les tribunaux dans l'ensemble et n'aurait plus besoin de vérifier si les personnes demandant le droit d'asile ont des causes légitimes. Et donc, ça pourrait gêner donc le pouvoir judiciaire parce que les juges au Royaume-Uni qui d'habitude accepte que le Parlement est suprême et peut faire voter les lois qu'elles veulent, peut trouver que parfois ils peuvent avoir attesté cette idée, parce que si le Parlement fait voter une loi qui viole effrontément l'état de droit, eh ben, les juges peuvent conclure que ceci modifie l'ordre constitutionnel de façon qu'ils doivent censurer cette loi pour préserver l'ordre constitutionnel et qui est donc le devoir des juges de préserver. Donc, tu es en train de suivre ceci avec intérêt. Ça doit être fascinant pour quelqu'un qui a fait de la recherche sur cette question au fil des ans. Oui, c'est fascinant et c'est fascinant de voir un pays qui, qui est fier de son adhérence à l'état de droit, qui s'enorgueillit de son respect de l'état de droit et qui même s'enorgueillit de l'idée d'avoir inventé même l'état de droit pour qu'on puisse tous profiter de l'état de droit. Nous avons dans ce pays un gouvernement qui semble déterminé à entamer ou à écorner son engagement à respecter l'état de droit. Tu as, lui, par exemple, des juges conservateurs qui ont une approche mécanique à l'interprétation et qui l'appliquent sans ses conséquences morales. Qu'est-ce que tu veux dire par les implications morales, les conséquences morales? Je vais te donner l'exemple que je viens de citer. Si on accepte l'idée selon laquelle le Parlement est suprême et souverain, et si on suppose qu'il s'ensuit que le Parlement peut faire voter n'importe quelle loi, ben, si demain le Parlement du Royaume-Uni fait voter une loi qui, qui transformait le Royaume-Uni en une dictature, eh ben, les juges pourraient penser que cette loi est abominable, mais et les juges seraient obligés de faire appliquer cette nouvelle loi. Et c'est une question d'interprétation, c'est mécanique et c'est adopté sans réfléchir sur les conséquences morales de ce point de vue. Mais ces conséquences ne se limitent pas à la sphère morale. Il y a aussi des conséquences juridiques parce que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, si le Parlement du Royaume-Uni vote cette loi et et qui enlève aux juges le droit d'apprécier la constitutionnalité des lois, alors il y a des conséquences morales sérieuses, mais des conséquences juridiques sérieuses aussi, parce que ça dérange l'ordre juridique et supprime le constitutionnalisme, et donc les juges doivent noter les conséquences de décider que parce que le Parlement l'a dit et est souverain, et ben donc les juges doivent respecter ce que le Parlement a décidé. Est-ce que tu as des inquiétudes sur une nouvelle tendance des juges conservateurs aux États-Unis, au Canada, et qui n'ont plus cette approche mécanique de l'interprétation? Oui, j'ai des préoccupations, oui, parce il y a un nouveau type de conservatisme qui est prôné pour les juges par des avocats du monde universitaire aux États-Unis, par exemple, et dans ce pays aussi. Et cette idée a aussi débordé un peu au Canada et dans d'autres pays. Et c'est l'idée que
les juges ne devraient pas essayer de dire ce que le Parlement a voulu faire, mais décider sur le contenu de la loi, des lois du Parlement à la lumière de ce qu'on appelle le, euh, le, le bon droit. Et personne ne doit s'opposer au bon droit, au droit de tous. Et c'est une très très bonne chose si le Parlement fait si le Parlement légifère pour le bien de tous, mais le bien de tous, il y a qui est sous-jacente et comme je le vois, ils interprètent le bien de tous, veut se débarrasser de la distinction entre l'État et l'Église et que s'assurer que le bien de tous euh, est un bien commun qui est associé avec, avec une application très conservatrice des enseignements de l'Église catholique. Et donc, cette nouvelle idée de ce que les juges feraient, c'est l'idée selon laquelle, et qui va à l'époque ancienne où on pensait on estimait que le législateur devait promouvoir une conception du bien commun qui, selon ce que la religion décrète, et c'est vraiment un développement que je trouve troublant. Même ici au Canada, oui, même au Canada, il y a, il y a certains universitaires qui prônent l'idée du bien commun que j'ai décrit dans ces grandes lignes. Et aussi, les juges et les lois, est-ce qu'ils prônent un changement de régime? Je ne crois pas que les juges peuvent, peuvent provoquer un changement de régime. Dans le cours que j'enseigne, par exemple, ce jeudi matin, on va parler d'un chapitre d'un livre sur euh, un avocat des droits des personnes israélien, Marcus Ward. Et Marcus Ward est l'un des avocats des droits de la personne les plus en vue d'Israël qui travaille dans les territoires occupés. Et il dit dans son livre, il retrace un échange entre lui et le président de la Cour suprême d'Israël au début de son mandat. Et le président lui dit, Monsieur Sword, j'espère que tu n'espères pas de terminer l'occupation des territoires palestiniens. Et il se dit, non, 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 je ne peux pas terminer l'occupation. Comme avocat, je dois travailler dans les limites de la loi. Et ça veut dire que l'opportunité que j'ai en qualité d'avocat sont les pouvoirs que la loi me donne et je ne peux pas dire à un juge que le régime est illégal parce que les juges partent du principe que l'occupation est légitime. Et donc, en tant qu'avocat, je dois travailler dans ces mêmes limites. Le terme état de droit a été prononcé à gauche et à droite un peu partout, en particulier on le voit toujours en Amérique du Nord, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Il me semble que les démocrates et les républicains l'emploient à leur sauce, mais c'est un terme très utilisé. L'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et comment vous voyez d'autres abuser de cette idée? J'ai plutôt euh, pour moi, l'état de droit est très simple. C'est une notion que j'ai essayé de partager par mes exemples, mais je vais être encore plus clair. Je crois que quand l'état de droit, il s'agit d'un état qui, euh, qui règne par le droit. Quand un l'État régit des lois qui cherchent à mettre en œuvre ces politiques, à en faire des lois, ça donne aux fonctionnaires
l'opportunité donc de mettre en œuvre ces politiques et aux juges savoir d'apprécier la bonne appréciation de ces politiques. Et donc, nous avons un état de droit quand les hauts fonctionnaires travaillent dans les limites de la loi. Mais quand il y a donc un défi et dit à un fonctionnaire de quel est le pouvoir, faites-vous ceci, et le haut fonctionnaire doit pouvoir dire qu'il y a une base juridique et qu'il est habilité à faire ce qu'il veut faire. Et c'est tout vraiment l'état de droit en ce qui me concerne. Le problème commence quand, et ce serait le cas avec, par exemple, ce projet de loi sur le Rwanda, quand l'autorité, quand un fonctionnaire a des pouvoirs très, très, très accrus, comme dans le cas de Bancarelli et le cas Duplessis, dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Là, la loi a donné l'autorité au commissaire d'accorder et de révoquer les permis de, de boissons alcoolisées. C'est tout ce que disait la loi. Mais le juge à la Cour suprême a dit que puisque la loi ne donnait pas de conditions pour accorder ou pour révoquer les permis de débit de boissons, et ben donc, prendre un terme de la Bible, le fonctionnaire avait le droit de faire ce qu'il a fait. Et si tel est le cas, l'état de droit ne veut plus rien dire. Et donc, pour comprendre ce que ça veut dire pour un fonctionnaire d'agir conformément à la loi, il faut dire que tout ce qui est important, c'est ce que dit la loi elle-même qui délègue l'autorité au responsable en question. Il y a aussi des principes et des valeurs qui sont associés avec l'état de droit. Euh, C'est-à-dire que le responsable doit agir de façon raisonnable, de façon disproportionnée, et ne doit pas être ne doit agir de façon arbitraire. Il doit entendre quelqu'un avant de prendre une décision qui pourrait affecter cette personne, et donc des valeurs des personnes qui sont associées avec l'état de droit, mais ça ne va pas jusqu'à des droits et libertés, comme la Charte des droits et des libertés. Euh, Pardon, la Cour suprême d'Israël a censuré une loi que vous connaissez bien, et ça fait les titres. La loi a été votée par le gouvernement Netanyahu qui aurait diminué les pouvoirs des tribunaux pour vérifier la constitutionnalité des lois. Est-ce que vous avez été surpris par le jugement et par la loi elle-même? L'arrêt lui-même ne m'a pas surpris parce que ce que cette loi cherchait à faire, c'était d'interdire aux juges le droit de vérifier si des fonctionnaires avaient abusé de leur autorité. Et si si le caractère raisonnable des décisions est enlevé donc du contrôle judiciaire, eh ben, dans ce cas-là, il faut conclure que les responsables puissent agir de façon abusive dans l'exercice de leurs fonctions. Et si la conclusion qu'il faut établir, dans ce cas-là, il faut s'inquiéter de savoir si les gens habitent encore dans un état de droit. Et donc, les tribunaux doivent se rebiffer pour défendre l'état de droit, comme ils l'ont fait dans leurs décisions. Et donc, ça ne me surprend pas. Ce qui est surprenant, c'est que c'est plutôt le timing de la décision, parce que l'arrêt a été rendu pendant la guerre qui oppose Israël au Hamas, et, et ce n'aurait pas été surprenant si les juges avaient cherché à retarder leur arrêt plus tard, ou si le contexte avait décidé le contraire. Et donc, l'une des réactions
à l'arrêt un membre du gouvernement, je ne sais plus qui c'était, peut-être même le Premier ministre lui-même, c'était d'accuser les juges de trahison en rendant un arrêt de la sorte euh, pendant 7 ans. Mais accuser les juges de trahison pour avoir maintenu leur fidélité à l'état de droit, c'est une accusation absolument ridicule. Et ici, au Canada, on a vu beaucoup de premiers ministres qui ont parlé d'utiliser la clause non-obstant. Je me souviens quand, quand la Constitution, quand les conférences constitutionnelles avaient lieu, c'était, je crois, l'intention à l'époque, c'était que l'article 33 ne serait pas utilisé souvent. Et je ne sais pas combien de temps, combien de fois euh, des provinces ont utilisé l'article 33, pas une fois, mais plusieurs fois. Qu'avez-vous à dire à cela? Ce n'est pas une tendance au Canada d'invoquer l'article 33. C'est utilisé au Québec et dans d'autres provinces, mais vous avez raison. Au cours des dernières années, les premiers ministres ont commencé à menacer d'utiliser l'article 33 et parfois l'ont même utilisé. L'article 33 en lui-même ne pose pas problème du point de vue de l'état de droit. Pourquoi? Parce que c'est une délégation temporaire de certains des droits. Ça doit être renouvelé et le moment du renouvellement est tel que si le public est bouleversé par l'application de l'article 33, ils peuvent, euh, ils peuvent donc voter pour notre gouvernement au moment des élections. Et donc, c'est une suspension temporaire et non pas une abolition de ces droits. Néanmoins, si l'article 33 est utilisé de façon routinière par les gouvernements pour faire adopter leur politique, eh ben, ce serait la preuve d'un manque d'engagement et de fidélité à la charte des droits de la charte des libertés, peut-être un manque de fidélité à l'état de droit et donc au Parlement. De toute façon, et ceci donc mimique donc la clause non-obstant dans la Constitution canadienne parce que il y a des provisions dans l'état de droit de, d'interdire aux tribunaux de juger conformément à un engagement de l'ordre ou bien en utilisant la terminologie nonobstant que l'on trouve dans l'article 33. Donc je crois que il faudrait s'inquiéter du point de vue constitutionnel et du point de vue de l'état de droit si le gouvernement canadien, y compris le gouvernement fédéral, commençait à utiliser l'article 33 de façon routinière. Nous allons peut-être avoir des questions de l'auditoire dans quelques minutes. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez poser votre question en français ou en anglais. Et donc, on va y arriver dans quelques minutes, mais je voulais savoir quelques autres petites choses. L'un des livres que tu as rédigé, c'était La loi pendant la République de Weimar. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas ce que c'est que la République de Weimar. Est-ce que tu peux l'expliquer? Et je veux te poser vraiment, pendant la République de Weimar, en Allemagne, entre les deux guerres, est-ce que les avocats et les tribunaux ont donc ouvert la voie au nazisme? Je me suis intéressé à la période de Weimar, c'est la première fois que l'Allemagne a fait sa première expérience de la démocratie de 1918 au 19 jusqu'à 1933, quand le parti nazi a donc pris le pouvoir. Parce que j'ai pensé qu'il était important de voir ce qui s'est passé en Allemagne avant 1933 et que
comme tu l'as dit, Scott, pour essayer de penser qu'est-ce qui aurait pu ouvrir la voie au nazisme, du point de vue juridique au moins. Et ce que j'ai constaté quand j'ai passé un an à travailler en Allemagne au début des années 80 et que j'ai continué à travailler sur ce sujet pendant quelques jours avant de rédiger un livre sur ma théorie de la République de Weimar, c'est que les débats en Allemagne sur l'état de droit et la Constitution, il y avait déjà des débats très très riches et qui ont projeté beaucoup de lumière sur les débats qu'on a aujourd'hui. Il y avait aussi quelque chose sur la situation politique de l'Allemagne à la fin des années 20 et au début des années 30 qui peut-être a des échos dans notre monde d'aujourd'hui. Et c'est que c'était une époque de polarisation politique, de méfiance envers les institutions démocratiques et les gens qui cherchaient des solutions à des problèmes politiques à l'extérieur de la sphère de la démocratie et de la sphère de l'état de droit. Il y avait un cas très significatif en 1932 qui, je crois, est un moment phare dans la chute de la République de Weimar et donc dans la montée du nazisme. Et c'est un cas dans lequel le gouvernement fédéral, qui était dominé par des aristocrates conservateurs, a utilisé la provision des lois extraordinaires de la Constitution de Weimar pour combattre le pouvoir du gouvernement de la Prusse. Et le gouvernement prusse, la Prusse était à l'époque l'État le plus grand dans la fédération germanique, et c'était peut-être le mieux de la démocratie et aussi qui résistait aux forces de l'extrême droite ou les forces de l'extrême gauche. Et les tribunaux ont, euh, ont approuvé donc l'action du gouvernement fédéral dans son application des lois extraordinaires de la Constitution de Weimar. Et cette décision, je crois, et je ne suis pas le seul à le penser, mais cette décision a préparé les Allemands à s'habituer aux lois d'Hitler en 1933 qui ont déclaré que sa volonté était la source ultime des lois en Allemagne. Donc contourner le Parlement et donc d'ouvrir la voie. Ce qui s'est passé après ça, tu as écrit un très très bon article pour la conversation qui est publié à la fois en anglais et en français. Et donc l'idée, c'est que les similitudes entre cette période en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux développer ce que tu as écrit? J'ai commencé à penser à ce que je devais dire dans cet article. Il y avait une entrevue dans l'un des journaux au tirage de Bernie Sanders. Et Sanders a dit que si Trump devenait président des États-Unis une seconde fois, eh ben, les États-Unis ressemblera donc à la République de Weimar à cette époque de polarisation politique, la fin de la démocratie, etc. Et j'ai contesté un petit peu ce que disait Sanders, mais je pense que ça fait une différence et je crois que les États-Unis sont déjà marqués par Weimar parce que les institutions démocratiques sont déjà menacées. La seule raison pour laquelle nous avons le président Biden à la Maison-Blanche et qui a encore un peu de respect pour la démocratie, c'est que les démocrates étaient prêts à faire appliquer l'état de droit pendant et quand je dis les petits démocrates, ce n'est pas les membres du Parti démocrate, mais il y a des républicains, les juges républicains
et les responsables électoraux républicains et même le vice-président Pence qui étaient prêts à, à maintenir leur obligation de la fidélité à la Constitution et la loi. Et ce sens d'obligation ne se retrouve plus maintenant dans l'aile MAGA du Parti républicain. Et je ne sais pas combien de républicains restent fidèles à l'état de droit et à la démocratie. Et je crois que comme aujourd'hui, ça ressemble beaucoup plus à Weimar que Bernie Sanders semble le dire. Et ça nous mène à l'une des premières questions que nous avons de l'auditoire, de Joséphine. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée, euh, euh, l'idée de l'état de droit comme une mesure d'une démocratie saine? L'état de droit est une mesure de la santé d'une démocratie. Si vous, en tant que citoyen du Canada, faites l'objet de décisions par un haut fonctionnaire qui affecte vos intérêts ou vos droits, et vous ne pouvez pas remettre en cause l'autorité de ce fonctionnaire de faire ce qu'il a fait, qui vous a affecté, et si vous savez que si vous remettez en cause l'autorité de ce fonctionnaire et que vous allez devant les tribunaux, et que les tribunaux vont maintenir la décision du fonctionnaire, quelle que soit sa décision, vous saurez que non seulement vous habitez dans un pays qui n'a plus l'état de droit, mais que vous habitez aussi dans un pays qui, je crois, a renoncé à son engagement à la démocratie, parce que quand on a la démocratie, on ne peut pas avoir une démocratie sans l'état de droit. La démocratie est supposée être un système politique dans lequel il y a une imputabilité de la part de ceux qui nous gouvernent de, de, de respecter les droits. Et que si nous ne pouvons pas obtenir des responsables la source de leur pouvoir quand ils nous gouvernent, eh ben, on ne peut plus avoir d'imputabilité des fonctionnaires sans l'état de droit. Robert a demandé que pense-tu la nomination des juges, mais peut-être tous les nominations de juges semblent moins controversées ou polarisantes qu'ils le sont aux États-Unis, et en particulier la Cour suprême. Je crois que c'est une très, très bonne question. C'est pas que les nominations des juges se suscitent pas controverse au Canada, mais il est vrai que ils ne suscitent pas autant la controverse qu'aux États-Unis. Et je peux aussi dire que c'est au Canada, quand on regarde les sondages d'opinion, il y a encore beaucoup, on fait encore beaucoup confiance à nos institutions judiciaires, alors qu'aux États-Unis, depuis quelques années maintenant, la Cour suprême est, est fait l'objet de méfiance de la part du public. Et pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que la Cour suprême des États-Unis est perçue et perçue aussi par les gens aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis, que les juges votent conformément à leurs opinions politiques. Et donc, si vous avez une majorité de républicains, comme c'est le cas aujourd'hui, eh ben, vous aurez des arrêts, ils rentreront des arrêts qui sont en ligne avec les politiques qui sont chères au Parti républicain. Alors qu'au Canada, les décisions sont rendues davantage conformément à la loi et pas conformément aux opinions politiques. Un ancien juge de la Cour suprême du Canada qui était catholique
disait que quand il donnait des discours sur son rôle en tant que juge de la Cour suprême, c'est qu'il a voté avec la majorité dans la décision Morgenthaler, la décision qui a rendu l'avortement légal au Canada. Et il a dit que quand il a fallu décider ce qu'exigeait la loi, il a il, est, il a laissé à la porte ses convictions religieuses, parce que ses convictions religieuses n'étaient pas pertinentes pour décider ce qu'exigeait la loi. Et je crois que la raison pour laquelle nous avons beaucoup de confiance encore dans notre système judiciaire au Canada et la raison pour laquelle nos nominations judiciaires ne suscitent pas autant la controverse comme aux États-Unis, c'est que on croit encore que les juges ici vont décider conformément à les lois et que les tribunaux méritent la confiance du public. Je me suis souvent demandé si c'est la façon dont le processus de sélection, et ça remonte pas longtemps aux États-Unis quand quelqu'un comme le juge Bader presque a reçu un appui unanime du Sénat. Et maintenant, c'est toujours selon un parti contre l'autre parti. Et pour moi, ça rend tout le processus beaucoup plus politique et on ne voit pas encore ceci au Canada. C'est très difficile de concevoir un processus parfait pour nommer les juges. Au Canada, bien qu'on a essayé de rendre le processus un peu plus transparent, eh ben, néanmoins, le processus se déroule en coulisses. Et c'est dans les prérogatives du Premier ministre de nommer des juges et que le choix est fait après une série de discussions dans lesquelles en absence du public. Et le public n'a pas accès à ces discussions et ceci peut causer des problèmes, évidemment. C'est pas aussi que si on a un processus ouvert, comme c'est le cas aux États-Unis, quand on choisit les juges de la Cour suprême, que nécessairement, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura une cour partisane. Parce que, comme vous l'avez dit, Scott, il y a quelques années, la Cour suprême avait cette réputation d'être un endroit où s'exprimait la politique. Quelque chose a changé au cours des dernières années. Et je crois que les politiques au cours, la place du politique dans la nomination des juges a changé. Parce qu'avant, le processus marchait très, très bien, mais ça a changé depuis quelques années. Et tu as une organisation aux États-Unis comme la Federalist Society qui porte non seulement sur la Cour suprême, mais les deux parties, je crois, disent que tous les juges nommés fédéraux sont aussi des dénominations viagères à vie. Et donc, c'est un système politisé dans tout le processus. Oui, c'est devenu très politisé et le fait que ceci nous mène à un manque de confiance, à une défiance vis-à-vis des institutions, notamment de la Cour suprême, je crois que ça montre que le public opère et fait une distinction entre la politique ordinaire et le droit. Et il y a et que quand la question savoir si quelque chose ne se fait pas conformément à les lois, eh bien, la décision, que ce soit conformément à la loi et ne soit pas dictée par les préférences personnelles du juge qui rend son arrêt. Et c'est cette distinction qui, je crois, manque aux États-Unis à l'heure actuelle.
Je venais poser une question de l'audience. Est-ce que l'état de droit s'applique pendant les années de guerre? Et si oui, quels sont les équilibres pour préserver l'état de droit? Comment est-ce que vous pouvez corriger l'état de droit s'il déraille, comme par exemple le génocide du Rwanda en 1994? Comment est-ce que l'état de droit s'applique par exemple en Israël? Est-ce que l'état de droit s'applique pendant les situations de guerre? Oui, absolument, évidemment. On peut poser la question à différents niveaux, mais ça peut être niveau, est-ce que l'état de droit s'applique quand on gouverne, quand on mène une guerre entre deux pays? Et oui, absolument. Il y a des lois internationales qui gouvernent les façons dont on mène la guerre. Euh, Et il faut donc exécuter ces lois. Mais on sait aussi que aussi des lois de la guerre. Mais je crois que la question peut-être que j'interprète mal, mais la question a trait à ce qui se passe dans un pays quand le pays est en guerre. Et quand un pays est en guerre, il n'y a aucune raison de penser que que l'état de droit devrait être aboli. Si les tribunaux restent ouverts, comme c'est le cas, eh ben dans ce cas, ils peuvent rendre des arrêts conformément aux principes qui s'appliquent en temps de paix. Et donc, il est possible de le faire, parce que les tribunaux l'ont montré au fil des ans. Parfois, les tribunaux n'ont pas eu le courage de rendre des arrêts comme ils le feraient en temps de paix. Mais comme l'a démontré la décision de la Cour suprême d'Israël dont j'ai parlé il y a quelques minutes, il est possible pour les tribunaux de faire leur travail même en temps de guerre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le jugement provisoire de la Cour internationale de justice, une question de Josie. Quelles sont tes réflexions sur le développement de l'état de droit et, euh, et la décision rendue par la Cour internationale de justice? La décision de la Cour internationale de justice est un jugement d'un tribunal qui qui est composé de juges, je crois 17 juges de partout au monde. Il y avait un juge qui a, qui a fait dissident, mais même le juge d'Israël, un juriste très distingué, Aaron Barak, a rejoint donc la majorité sur certaines questions importantes. Donc maintenant, nous avons un jugement d'un corps qui a autorité et qui a trait donc à la convention qui, que les partis qui ont signé la convention réprimant le génocide, mais c'est aussi parti l'Afrique du Sud et Israël ont décidé de débattre de la question et que si on fait ce choix, eh ben, nous devons donc respecter le jugement. Donc, il sera intéressant de voir comment ce jugement sera respecté dans les jours et mois à venir. Une autre question, et j'espère que je le prononce bien, Martin. Est-ce que la Cour suprême du Canada mettra en œuvre une limite d'âge pour ses juges? Je crois que tel est le cas, pas aux États-Unis, mais au Canada. Il y a une limite d'âge. Je, je crois que c'est aux alentours de 75 ans. Oui, ok. La Cour suprême du Canada, oui. On doit prendre leur retraite à un certain âge et je crois que c'est très bien. Mais aux États-Unis, c'est fascinant où, où prennent leur retraite
de décider qui est président et qui n'est pas, président. Et c'est très curieux quand on voit ceci, au Canada. Oui, je crois que c'est un symptôme du type de la constitution des cours tels qu'on les a depuis plusieurs années déjà. Nous avons une question de Ken Bryan. Tu t'es préoccupé de ce que les juges conservateurs prenaient des décisions conformément à leur vue de ce qu'ils voyaient étant le bien commun. Est-ce que ce n'est pas la même chose que font les juges libéraux? Une autre question, est-ce que les démocrates sont aussi coupables que les républicains dans ce jeu malsain aux États-Unis? Je ne crois pas que la question doit être caractérisée comme savoir qui c'est les juges conservateurs ou les juges euh, ou des juges libéraux. Je crois que la question, c'est est-ce que les juges décident la question conformément à la loi? Et ils montrent que quand ils rendent leur décision, ils ont ils ont justifié leur décision par des attendus. Et quand les juges font ceci, on peut donc abandonner cette idée selon laquelle les juges sont des conservateurs ou des libéraux. La tendance conservatrice que je dénonçais, c'est une tendance qui dit aux juges qu'ils peuvent, dans une certaine mesure, mettre de côté la loi et puis mettre un petit peu de leur pensée personnelle dans la loi. Et je crois que euh, les juges des deux camps ont tendance à le faire. Euh, Quand on en vient à la question entre les républicains et les démocrates et les nominations de juges aux États-Unis, c'est peut-être que les deux partis jouent le même jeu. Donc, il n'est pas du tout évident que les démocrates sont plus vertueux quand ils auront la majorité à la Cour suprême que l'étaient les juges conservateurs à la Cour actuelle. On a te poser une dernière question, il nous reste encore quelques minutes, tu n'étais pas le seul. Quand, par exemple, l'état de beaucoup de démocratie dans le monde occidental, et ma question pour toi, comment est-ce que la loi peut sauver les démocraties? Et il nous reste une minute pour répondre à cette question. Dans les années 40, un juge américain, Woman Hand, très en vue, a prononcé un discours à Central Park sur l'esprit de la liberté à une époque où les Alliés étaient en difficulté pendant la guerre. Il a dit à la foule assemblée à Central Park que tu ne dois pas t'attendre à ce que la loi ou la Constitution va te sauver. Le niveau de liberté repose dans le cœur des hommes et femmes et il meurt dans des endroits où la Constitution ne peut pas te sauver. Et je suis d'accord avec Lionel Harris. C'est une très belle façon de terminer ce qui est une conversation fantastique. David, ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître au cours des dernières semaines. On a parlé à plusieurs reprises. Et encore, je vais vous encourager à lire l'article que tu as écrit pour la conversation qui porte sur les États-Unis. Est-ce que c'est la même chose que l'Allemagne pendant la République de Weimar? Je veux remercier les gens de l'audience, nos amis à Sherk, c'est des très bonnes sessions. Il y aura une autre session bientôt. Donc, soyez aux aguets. Et donc, je souhaitais tous une bonne journée et au revoir. Pardon. Là, il faut que je donne la parole à tel. Donc, merci à David, merci à Scott. Donc, une session remarquable. Des bonnes questions ont été posées. Donc, une occasion remarquable de parler à ceux qui font la recherche et qui nous aident à comprendre et à changer notre monde. Là, il faut le changer. Donc, merci David. Heureux de te voir. Et merci Scott pour ton travail remarquable dans l'animation de cette session. Merci et merci à Shirk.